Bonjour. Et oui, on est revenu au bleu. Alors, bleu, je vais peut-être inverser, attendez. Bonjour. Ça, c'est une manche rouge. Ça, c'est une manche bleue. Bonjour. Alors, je viens de recevoir les premiers produits de la boutique. Donc ouais, je viens de les recevoir. Tout à l'heure. Ça, c'est le kawaii. Enfin, le kawaii, le petit kawaii, quoi. C'est pas vraiment un kawaii, c'est un bomber, je crois. Qui est, donc, du coup, comme voilà. Et la boutique en avant-première, toujours pas. J'ai toujours pas mon numéro de téléphone commercial, donc je peux toujours pas avancer. Par exemple, bleu, faut pas s'inquiéter, des trucs bleus qui flottent dans la tourbière, c'est juste une sonde de mesure. Oui, il y en a plusieurs même. Il y a même des trucs au milieu là. Ouais. Donc voilà, hein, commence à recevoir au compte-gouttes. Donc je suis assez content. Je suis vraiment content du rendu. Du rendu de l'impression. Ouais, le retour des cartes, ouais. Ça fera partie d'une collection limitée. Voilà, il n'y en aura que 4. Il y aura 4 articles en collection limitée. Mais le packaging est vraiment cool. Même il y a l'étiquette et tout, il y a machin. C'est vraiment cool. Et donc ça, c'est la version sur la carte de l'Asie. Voilà. Comme vous pouvez voir. Bref, en tout cas, ça c'est la première chose. Deuxième chose, je suis désolé du retard au fait. Hein. D'habitude, je stream plutôt vers 17h. Et je me suis endormi. Bon. Est-ce qu'on commencerait pas par parler du vif du sujet? Alors j'ai un sujet dont je veux parler ce soir. Là, Attends, ma soeur qui me demande ce que je veux pour Noël. Ce soir, je voulais parler de taxes foncières. Voilà. Alors pas que je sois un petit propriétaire éploré, parce qu'en réalité, je suis pas du tout concerné par l'augmentation de la taxe foncière. Je suis pas du tout concerné par cette mesure, qui va quand même toucher 7,4 millions de logements, pour une moyenne de 63 €. Et en fait, cette taxe foncière ne concerne pas que les propriétaires. C'est une erreur de croire qu'en France, la taxe foncière ne concerne que les propriétaires, en cela que les propriétaires répercutent la taxe foncière dans les loyers. Donc, si la taxe foncière du bien que vous occupez, et même si vous n'êtes pas propriétaire, augmente, vous allez être concerné parce que votre loyer va augmenter. Globalement, hein, pour le dire assez simplement. Et donc, je sais pas si vous avez vu, il y a un truc qui est passé un peu dans le feutré, là, sur la taxe foncière, justement, qui est que Bercy a mis à jour les fichiers cadastraux permettant le calcul de la taxe foncière. Et donc, en gros, qu'est-ce qui va se passer en 2026 ? Et donc, cette mesure qui a été totalement discrète a finalement est devenue un enjeu de discussion publique et de débat public très récemment, puisque cette mise à jour, en gros, part du principe, globalement, qu'aujourd'hui, tous les logements en France sont équipés du minimum de confort, à savoir l'eau courante, l'électricité, une baignoire ou une douche, un lavabo, un WC et un chauffage ou un climatiseur. Voilà.
globalement, aujourd'hui, l'État considère que tous les biens en France ont au moins ont tous les critères de confort. Là où, à l'origine, il faut savoir que les fichiers de la Direction Générale des Finances Publiques dataient de 1970. Dans les années 70, c'était encore courant, dans beaucoup de logements, de ne pas avoir ni l'eau courante, ni l'électricité, ni les toilettes, par exemple. L'un ou l'autre, etc. Bon. L'administration considère donc aujourd'hui, non, tous les logements, quels qu'ils soient, ont les bases. Voilà, ont les bases. Donc, alors je ne sais pas si vous êtes très au fait de comment la taxe foncière est calculée, mais la taxe foncière rajoute des mètres carrés, en fait. Le calcul de la taxe foncière n'est que sur les mètres carrés. Je vais en parler après de comment est calculée la taxe foncière. Ce n'est que sur des mètres carrés. Ensuite, il y a un calcul qui est fait à partir de ces mètres carrés, qui fait que, voilà, vous allez payer tant ou tant. Par exemple, pour chaque logement, le fisc rajoute aujourd'hui 4 mètres carrés pour l'eau courante, 2 mètres carrés pour l'électricité, 5 mètres carrés pour une baignoire, 4 mètres carrés pour une douche, 3 mètres carrés pour un lavabo, 3 mètres carrés par toilette, et 2 mètres carrés par pièce équipée d'un chauffage. Et donc, alors là, si jamais vous êtes malin, vous vous dites, et vous aurez raison, en fait, on a tout intérêt à avoir le moins de pièces possible et le moins de confort possible dans une maison, sinon on se retrouve à payer trop cher. Et c'est vrai. C'est vrai, et si bien que cette logique a été poussée au point où beaucoup de gens ne déclarent même pas le minimum de confort existant dans leur maison pour ne pas avoir à payer beaucoup de taxes foncières. Comme en plus c'est un prorata, c'est un calcul proportionnel qui est fait, plus vous augmentez le confort, plus vous payez en proportionnalité. Il n'y a pas de dégressivité, de progressivité, c'est purement linéaire. Donc il faut savoir qu'en France, alors juste pour vous donner des informations, il y a 32 millions de personnes qui en France payent la taxe foncière. Voilà. Et c'est à peu près un quart des propriétaires qui seraient concernés par cette mesure. À peu près 25% des maisons et 15% des appartements en France vont être impactés par cette hausse qui va être en moyenne une hausse d'une... Alors en moyenne, au global en France, c'est une moyenne de 63 €, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens, il n'y a qu'un quart des foyers qui sont concernés. Des gens qui vont se retrouver avec bien 300 ou 400 € de taxes foncières de plus, ça me paraît assez évident. Notamment dans les départements les plus ruraux. La Dordogne, les Landes, Lot-et-Garonne, la Charente. Alors le pire c'est la Corse. Alors Corse du Sud, Haute-Corse, là c'est quasiment... c'est plus d'un logement sur deux, ou à peu près plus d'un logement sur deux en Haute-Corse, et à peu près un logement sur deux en Corse du Sud, où les Corses visiblement, la moitié des maisons, d'un point de vue fiscal, n'ont ni l'eau ni l'électricité. Bon, ça, c'est quand même un délire, visiblement, qui a l'air d'être un peu de la fraude, franchement, très honnêtement. Donc, en fait, la droite et l'extrême droite sont montés de fou au créneau en mode « ouais, c'est quand même un scandale, etc. » machin. Il faut savoir que ça va représenter quasiment 1,5 milliard d'impôts en plus pour l'État et pour les collectivités locales. La taxe foncière est montée de quasiment 37%, je crois, en 10 ans. Et c'est vrai que la gauche aussi commence à péter une durite en cela qu'on nous expliquait sur la taxe Zuckman qu'on ne pouvait pas taxer le patrimoine. C'était pas juste. Et en fait, on nous annonce en parallèle une hausse de la taxation du patrimoine. Qui pour le coup est répercutée sur absolument tout le monde. Et le pire, c'est que s'il existe effectivement des maisons où il n'y a pas d'eau courante et où il n'y a pas d'électricité, comme ça a été le cas dans ma maison quand je l'ai achetée par exemple, ces maisons sont considérées comme ayant l'eau et l'électricité et du coup payent la taxe foncière au mois. Du coup, le minimum qui est mis, c'est plus le minimum sans confort. Le minimum qui est mis maintenant, c'est le minimum avec confort. Alors la question, ce qui est posée, c'est est-ce qu'on peut signaler à l'administration fiscale qu'il nous manque du confort et qu'on du coup on nous fasse baisser la taxe foncière? Vous savez que vous pouvez faire ce genre de choses déjà aujourd'hui. Mon père, par exemple, a fait baisser la taxe foncière en faisant baisser la valeur fictive locative de son bien. Je vous explique. La taxe foncière, comment est-ce qu'elle est calculée? C'est important peut-être de partir de là. Pour ceux qui ne savent pas, la taxe foncière, donc du coup c'est un impôt local qui concerne les propriétés de biens immobiliers. Voilà. Vous avez une maison, vous payez la taxe foncière. Sauf si vous avez plus de 75 ans, vous êtes à l'âge, enfin des cas particuliers. La taxe foncière, elle est payée une fois par an. Et la taxe foncière, elle concerne les locaux d'habitation, elle concerne les locaux professionnels, si bien que moi, par exemple, je paye 2 fois la taxe foncière. Je la paye en tant que professionnel et en tant que particulier pour le même endroit.
parce que l'État n'avait pas envisagé visiblement le télétravail, bon peu importe, les parkings, les terrains, les bateaux aussi, genre les bateaux amarrés ou aménagés, etc. Et la taxe foncière en France, elle est calculée sur la valeur locative cadastrale de votre bien. C'est-à-dire, en gros, ça on en a déjà parlé plein de fois, et c'est un peu ça le scandale, c'est là où il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'en France, la taxe foncière que vous payez, elle est calculée sur le montant fictif que vous pourriez tirer de votre bien en le louant à un tiers. Là, on est vraiment... Donc, la France de la rente, on est vraiment dedans. C'est l'une des raisons pour laquelle les pauvres ont non seulement du mal à acheter des biens dans les zones qui se gentrifient, mais qu'ils ont également du mal à les conserver. Parce que si jamais vous êtes un pauvre qui vivait dans un quartier de pauvres qui se fait gentrifier, votre taxe foncière augmente, parce que du coup, la valeur locative cadastrale augmente, et donc vous vous retrouvez à payer plus de taxes foncières pour le même bien, juste parce que votre quartier est devenu plus huppé. C'est l'un des scandales, on va dire, comment est calculé ce calcul. Elle n'est pas hyper basse à Paris, la taxe foncière. Si. C'est pour ça qu'une partie des gens déclarent leur activité professionnelle à Paris pour payer la CFE à Paris alors qu'ils sont fictivement ailleurs. Et vous pouvez donc faire baisser la taxe foncière si jamais vous faites reconnaître qu'il existe dans votre environnement, autour de votre maison, en gros, des choses qui rendraient rédhibitoire la location de votre bien. Mon père a fait baisser sa taxe foncière de 30%, je crois, quasiment, parce qu'il a fait constater qu'il était mur mitoyen d'un cimetière et que la présence du cimetière et de l'église, même d'ailleurs, qui sonne les cloches, était un critère de nuisance qui faisait baisser fictivement la valeur locative cadastrale de son bien. Il compte pas louer, hein. Mais comme tout est calculé sur la location, c'est calculé sur l'attrait que ça pourrait avoir pour d'autres. Voilà. Avantage de la location-accession, je n'ai pas le droit de louer mon logement. Je suis exonéré de taxe foncière durant 15 ans. Moi, j'aimerais beaucoup, parce que moi, je compte pas... moi, je paye la taxe foncière, mais je compte pas partir. Il se trouve que la taxe d'habitation ayant été supprimée, les impôts locaux sont venus à manquer dans la caisse, évidemment, et donc, du coup, une partie du montant de la taxe foncière, de la taxe d'habitation, pardon, a été répercutée dans la taxe foncière. C'est pour ça qu'elle a pris quasiment 37% en 10 ans. Il y a par endroit, elle a quasiment doublé par endroit. Parce qu'il faut savoir, juste pour revenir sur le calcul de la taxe foncière, je vous dis, c'est une question de mètres carrés. En fait, c'est simple. Admettons, vous avez un bien. Voilà, admettons, vous avez un bien. Je vais vous prendre l'un des calculs, celui que j'ai sous les yeux. Admettons, vous possédez un appartement de 100 mètres carrés à Nantes. Eh ben, le tarif de référence au mètre carré à Nantes, ça va être 12 € du mètre carré en location. Vous pourriez tirer 12 € du mètre carré en location à Nantes. Du coup, on calcule que vous pourriez tirer 1 200 € de loyer par mois si vous mettiez en location votre bien. Donc, on considère que votre bien vaut 14 400 € par an sur le marché de la location. De fait, on prend ce chiffre comme base de calcul, on lui applique d'abord un abattement forfaitaire de 50%, donc on le divise par 2. Vous tombez à 7 200 €. Et vous multipliez ce chiffre-là par le taux fixé par la collectivité locale, qui est un taux voté en conseil municipal. Par exemple, à Nantes, c'est 27 et quelques %. Du coup, vous vous retrouvez à payer à peu près 2 000 € de taxe foncière. Voilà. Quand je dis un appartement de 100 mètres carrés, c'est 100 mètres carrés en valeur locative cadastrale. C'est-à-dire que ça se trouve, vous n'avez que 70 mètres carrés, mais parce que vous avez, 2 chiottes, une baignoire, une douche, l'électricité, un climatiseur, etc., vous vous retrouvez à avoir 100 mètres carrés. Voilà. Non, c'est le loyer, il est considéré comme le loyer du coin.
Vous savez, c'est comme quand vous louez vous-même un local commercial, vous pouvez pas surlouer le bien. Genre, vous pouvez pas le louer à 15 euros du mètre carré si les biens autour de vous sont à 7 euros du mètre carré. Parce que là, c'est considéré comme de l'abus. Globalement. Il faut savoir que tout ce qui va être aussi des terrains non bâtis, donc des carrières, des mines, des terres agricoles, des serres, les serres, les cabanons de jardin, les étangs, etc., sont aussi imposés. Ça rajoute des mètres carrés. Ou alors, ça dépend. Si le terrain en global est un terrain tel quel, du coup, il y a un abattement. Si vous avez une serre, un garage, un cabanon de jardin ou que sais-je, ça rajoute du mètre carré à la taxe foncière. Voilà. On va rappeler que si on est propriétaire de son logement, on fait partie des 50% avec le plus gros patrimoine, donc la taxe foncière ne me choque pas. Après, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que la taxe foncière, en tant que locataire, vous la payez indirectement. C'est pour ça qu'en fait, ce n'est pas qu'un problème de propriétaire, c'est un problème de comment c'est foutu de manière globale, en fait. Puisque vous payez sur la valeur locative théorique, et pour ceux qui louent, du coup, sur la valeur locative effective, en fait, quasiment. Donc, si jamais vous avez une augmentation de la taxe foncière, vous allez avoir une augmentation de la location, etc., etc. Et d'ailleurs, c'est dans l'autre sens, puisque si jamais vous avez une augmentation de la location, une valorisation, vous avez aussi une valorisation de la taxe foncière. Voilà. Il faut savoir que d'ailleurs, vous avez l'obligation de payer la taxe foncière en ligne, hein, sinon vous êtes majoré. Ça, je vous le dis. Vous pouvez vous faire exonérer, mais c'est voilà. Et donc du coup, la taxe foncière a un taux qui est très variable. Par exemple, si jamais vous êtes quasiment à 25% à Nantes, vous êtes à plus de 50%, vous êtes à 51% à Caen, vous êtes à 48% à Bordeaux, vous êtes à 20% à Paris. Paris a une taxe foncière relativement très faible. Alors que Orléans ou Nîmes, par exemple, vous êtes à plus de 50%. Donc vous doublez quasiment entre Paris et Limoges, vous payez en moyenne 2 fois plus de taxes foncières à Limoges. Quoi. Parce que du coup, c'est un impôt local. Grenoble, c'est 65,79%. Et ça, c'est les taux de 2023. Hein. Voilà, c'est les taux de 2023. Donc il y a des villes où vous allez payer pas beaucoup, et il y a des villes où vous allez payer la race. Et vous pouvez d'ailleurs contrôler en ligne. Hein. Taux, taxe foncière, je vais avoir des Fougères par exemple, on a combien à Fougères ? Fougères, on est à 45,9%. Et chez nous, on est à... Là où je suis... Chez nous, ça va. Non, chez nous, ça va. C'est OK. Après, on a la taxe foncière la plus élevée du secteur, mais bon. Il n'y a pas de limite légale, on peut attendre 400% théoriquement. Ouais. Et donc, vous avez tout un tas de critères de confort qui se rajoutent. Si bien que, et là j'y reviens, à ce que je disais avant, vous avez tout un tas de propriétaires qui ne déclarent pas les travaux qu'ils réalisent à l'intérieur de chez eux. Parce que si un truc aussi anodin que putain, j'aimerais bien avoir un lavabo dans ma buanderie, votre buanderie, elle passe de 6 mètres carrés à 9 mètres carrés, effectivement. Voilà, vous multipliez par 50% la surface de votre buanderie fictive à la valeur cadastrale, en fait. Vous rajoutez une baignoire, c'est 5 mètres carrés. Voilà. Est-ce que je peux avoir une liste, d'ailleurs ? Est-ce que je peux avoir une liste des mètres carrés et des données Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de serres qui sont installées sont des serres démontables. Parce qu'en fait, les serres démontables ne sont pas considérées comme des biens, théoriquement il faut les démonter, qui sont imposés à la taxe foncière. Alors que moi, la serre, je l'ai fait en dur, elle rentre dans le calcul de la taxe foncière. Moi, par exemple, j'ai tout déclaré. Moi, j'ai déclaré la surface de ma serre, j'ai déclaré la surface de ceci, le nombre de pièces, etc. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu un problème, c'est qu'en fait, j'ai dû être au téléphone avec les impôts locaux, parce que les déclarations de surface pour l'assurance et les déclarations de surface pour la taxe foncière ne répondent pas aux mêmes règles. Et du coup, vous déclarez
paradoxalement pas le même nombre de mètres carrés pour le même nombre de pièces. Parce que ce qu'on considère être une pièce aux yeux de l'assurance n'est pas ce qu'on considère être une pièce aux yeux du cadastre. Voilà. Donc ça peut être assez compliqué de comprendre comment ça fonctionne. C'est des fois un peu mystique. Voilà. 5 mètres carrés une baignoire, ouais. Oui, ça compte, 5 mètres carrés, 5 mètres carrés une baignoire. Et je vous dis, le chauffage, par exemple, c'est 2 mètres carrés par pièce. Alors, vous avez tout autant d'intérêt à ne pas avoir trop de pièces chez vous. Sinon, vous avez trop de confort. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la liste Donc, les toilettes, par toilette, c'est 3 mètres carrés de plus. Raccordement au réseau local. Au réseau d'assainissement local, c'est 3 mètres carrés. Un vide ordure, par exemple, un local commun d'ordures, c'est 3 mètres carrés. Chauffage central, c'est 2 mètres carrés. Donc vous avez tout un tas de... Par exemple, le gaz en installation fixe, c'est 2 mètres carrés, alors que le gaz en bonbonne de gaz, c'est 0. Voilà. Ça fait partie de ces choses-là. Et après, vous avez des abattements, des abattements pas tellement, mais vous avez des calculs particuliers, genre une serre. Je sais pas comment c'est calculé, par exemple, la serre. Et je me demande si le nombre de fenêtres, d'ailleurs, ne rentre pas en jeu. Je suis pas sûr. Mais les serres, par exemple, rentrent dans le calcul de la taxe foncière. Et d'ailleurs, vous payez une taxe d'aménagement, ce qui peut d'ailleurs être très très cher. Vous pouvez vous en sortir pour quasiment, ça dépend de la taille. Vous faites une grande serre, vous pouvez quasiment payer 1000 balles pour pouvoir avoir le droit d'installer une serre dans votre jardin. Ça s'appelle la taxe d'aménagement. Voilà. Si je sépare une pièce en deux, la surface du foncier augmente à cause du chauffage. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que vous avez une pièce de plus qui a une fonction particulière. Et cette pièce qui a une fonction particulière fait du coup augmenter le nombre de mètres carrés fictifs, puisque vous avez une pièce de plus. Et une pièce de plus, vous le payez. Donc oui. Vous séparez une chambre de 18 mètres carrés en deux chambres de 9 mètres carrés, vous payez plus de taxes foncières. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne déclarent pas leurs travaux. Et comme ils ne déclarent pas leurs travaux, ils ont une taxe foncière inférieure à celle qui aurait dû être calculée sinon. Et alors là, dans les cas les plus abusifs, c'est vous déclarez même que vous n'avez pas l'eau ni l'électricité, quoi. Merci à Vod pour le sub. Ah non, mais de toute façon, des impôts locaux, il en faut. C'est une taxe, en fait, encore une fois, c'est une taxe sur le revenu locatif théorique. Donc de toute façon, pour moi, le calcul, il est fictif parce qu'en fait, il y a la spéculation. Si demain votre quartier devient un quartier très huppé, vous allez payer peut-être 2 fois plus de taxes foncières et vous n'aurez plus les moyens d'habiter dans votre logement familial. Voilà. Et c'est un peu une taxe sur l'honnêteté. Et c'est l'une des raisons pour laquelle la droite gueule d'ailleurs. Ils gueulent en mode oui, on considère que tous les propriétaires sont des fraudeurs. Alors non, pas tous, parce que déjà il n'y en a qu'un quart qui vont être impactés. Mais certains, visiblement, fraudent. Enfin, certains fraudent, en fait, c'est un grand sujet de conversation de quand j'étais gamin. Moi, je vous l'ai déjà dit, je l'ai déjà raconté cette anecdote. Mon grand-père s'est pris la tête avec ses voisins et amis parce qu'il les avait dénoncés. Parce qu'en gros, son voisin lui a dit qu'il déclarait pas toutes les pièces, il n'avait pas déclaré toutes les pièces de sa maison pour la taxe foncière. Mon grand-père, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris le téléphone, il l'a dénoncé. Mon grand-père avait vraiment le chic pour se faire des potes, vraiment, et pour les garder, visiblement. Voilà. Le truc dégueulasse, c'est que le prolo avec des bonnes idées pour améliorer son logement avec ses moyens, bah il paye le plus. Ah oui ? Évidemment. Évidemment que c'est l'un des trucs et en fait, c'est vous n'avez pas intérêt à avoir trop de confort, parce que si vous avez trop de confort dans votre logement, ça veut dire que vous pourriez théoriquement en tirer un prix supérieur sur le marché du locatif. Donc bon. Parce qu'il n'y a pas de distinction qui est faite entre les biens que vous occupez et les biens que vous louez. Ce n'est pas la même chose. Moi, je ferai une taxe foncière différenciée. Un bien mis en location
et un bien occupé par les propriétaires occupants, ça devrait pas être la même logique. Venez vivre dans des vannes. Bah après, je sais pas si t'es pas concerné, hein, parce que les bateaux aménagés sont concernés, par exemple. Les vannes aménagées, peut-être pas, mais les bateaux aménagés le sont. Ils n'ont pas intégré la fibre. Tout à fait. A priori, ce n'est pas intégré. Mais alors, la déclaration de taxe foncière, c'est un enfer. Hein. Et moi, je paye quand même un peu de taxe foncière. Hein. Je vais pas vous mentir que là, cette année, on l'a bien senti passer la taxe foncière quand même. C'est un peu raide, hein. Surtout que les ordures ménagères, c'est pas compté dans la taxe foncière. Et on a toujours pas payé les ordures ménagères, faut que je m'en occupe. C'est assez injuste comme taxe. La personne qui dépense en France paye la TVA en matière première et se retrouve à payer un impôt supplémentaire annuel. Encore une fois, de la taxe foncière, il en faut. Les gens qui ont le plus de terres doivent payer le plus d'impôts, ça y a pas de problème. C'est le critère de non-distinction entre l'occupation pour soi et la location en vue d'en tirer un revenu. Ça, c'est pas cohérent que ce soit la même chose. Combien je paye ? Bah attendez, je vais aller voir. Je vais aller vous dire. Sachant que moi, c'est la première année que je paye la taxe foncière, parce que du coup, les 2 premières années, le temps des travaux, j'étais exonéré. Quand tu fais des travaux, t'es exonéré, parce que la maison, elle n'existait pas vraiment. Je vais aller voir. Mais je dois bien payer 1200 balles, parce que je suis prélevé à la source. Ah bah, j'ai une relance pour la taxe foncière. Donc, c'est que j'ai toujours pas payé. Aïe. Ah, j'ai été majoré. Mais pourquoi ils m'ont pas prélevé à la source ? Quelle bande de demeurés ? Ouais, j'ai été majoré de 10%. Parce que j'ai pas payé à temps. Voilà, donc je dois payer 800 balles. 800 balles et qu'il y a que le rez-de-chaussée de ma maison qui est aménagé. Hein. Et pour le coup, j'ai minimum. Pourquoi j'ai pas été relancé ? Pourquoi j'ai pas été prélevé ? Parce qu'à côté, je suis prélevé pour les revenus fonciers indépendants, pension alimentaire. Je suis prélevé à la source. Bon, bah, j'ai 800 balles de taxes foncières à payer. Et j'ai 200 balles d'impôts locaux à payer en plus pour les ordures ménagères. J'ai 1000 balles à payer en gros. C'est la première fois, oui. Putain, bah, nickel. Incroyable. Bon, bah. Ouais, c'est la première année. Maïtena va vraiment devoir retrouver un travail tout de suite. Putain. Chier. En fait, ce que je comprends pas, c'est l'endroit où il y a mon RIB et l'endroit où on m'envoie les lettres de relance, c'est le même endroit. Pourquoi est-ce qu'ils prélèvent pas, putain ? Ah, je m'en occuperai tout à l'heure. Faut que je paye. Faut que je paye la taxe foncière. Oui, finalement, elle a perdu son travail. Oui. Enfin, elle a pas été renouvelée, quoi. Enfin, ils lui ont proposé de faire quelques nuits. En gros, ils lui ont dit, ça vous dit de faire sur les 3 prochains mois 14 jours de travail, de nuit, un jour ci, un jour là, un jour ci, un jour là, un jour à Noël, un jour au Nouvel An. Vous serez pas payé plus. Bon. C'était un CDD, ouais, c'était un énième CDD. Ouais. Donc moi là, c'est à peu près, donc là, moi, c'est 800 balles pour une maison à la campagne. Moi, la valeur locative est très basse. Ici, la valeur du mètre carré... de toute façon, on va regarder. Valeur. Cadastrale. Il y a une carte normalement. Il y a une carte, je sais plus où, mais... 14 jours sur 3 mois, ouais. Bah, quand ça les arrange, quoi. Comme ça, ils ont pas besoin de payer. Hein. Mais je crois qu'ici, on est assez bas, on est genre à 5 € du mètre carré, un truc comme ça.
prix mètre carré. Je vais regarder. Ici, le prix au mètre carré doit être assez bas. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas ça que je veux regarder. Je sais pas pourquoi je peux pas voir. Bon, tant pis. Ouais, on est peut-être à 8 du mètre carré. Peut-être à 8. Je vais vous dire ça, c'est bon, attendez, j'ai l'info. On a 9 euros. On est à 9 euros du mètre carré. On est plus bas que les autres. On est plus bas que les autres. Il y a beaucoup de villes où c'est 10. On est en moyenne autour de 9 euros. On est entre 7 et 14, spécifiquement. Donc en tout cas, on est à 8 en moyenne. Donc moi, dans mon logement, j'ai une douche, un lavabo, un évier. Le chauffage, j'ai 4 pièces de déclarées. Je crois qu'il n'y en a que 4. Au départ, j'en avais mis que 3. Et ma meuf, elle m'a appelé, elle m'a dit, mais comment ça, vous avez pas de cuisine et de salon, genre, vous avez qu'une cuisine? Je dis, moi, la cuisine et mon salon, c'est la même pièce, quoi, il n'y a pas de séparation. Elle m'a dit, non, mais s'il n'y a pas de séparation, mais que c'est deux espaces avec des fonctions différentes, même s'il n'y a pas de séparation physique, vous comptez ça comme une pièce différente. Voilà, bon, donc du coup, ça me compte une pièce de plus. Alors que j'ai pas de chauffage dans la cuisine, du coup, parce que le chauffage dans la cuisine, bah, c'est le chauffage du salon, mais je crois que ça compte quand même des mètres carrés supplémentaires. Donc bon. Donc en gros, cuisine ouverte, pièce ouverte, grande pièce ouverte, etc. Ils délimitent des espaces malgré tout. Ça fait 75-80 mètres carrés au rez-de-chaussée si c'est 9 euros du mètre carré. Oui, mais après, tu comptes... Après, il y a la serre. Il y a le terrain aussi. Donc, tout ça, quoi. Plus un facteur multiplicateur qui est un facteur de la commune. C'est une taxe contre la mixité sociale. Un peu, oui. C'est un peu une taxe contre la mixité sociale, oui. Oui, parce qu'en fait, quand t'es propriétaire bailleur, de toute façon, la taxe foncière, tu la répercutes dans le loyer. Donc, globalement, tu t'en sors, quoi. De toute façon, c'est super compliqué à calculer. Voilà, quand j'ai fait la déclaration, je me suis retrouvé au téléphone avec la meuf pour qu'elle m'aide à faire la déclaration au téléphone parce que c'est très compliqué à comprendre. Oui, bah par exemple, la serre, je paye des mètres carrés en plus. Parce que j'ai eu l'erreur de la déclarer. Mais moi, j'ai tout déclaré, moi. J'ai tout déclaré parce qu'en plus, de toute façon, il y a de plus en plus de contrôles via Google Maps. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ne déclarent pas les piscines. Les piscines, ça tabasse un peu. Bon, moi, j'ai pas de piscine, mais bon, si jamais il y a des contrôles sur les piscines, il va y avoir des contrôles sur les serres et les cabanons de jardin. Ça a commencé d'ailleurs. Ils utilisent l'IA pour détecter les cabanons de jardin via les photos Google Maps pour faire des rattrapements de taxes foncières. Tu peux pas vraiment la calculer toi-même, non. C'est... Ouais. Les cabanons de jardin, c'est trop compliqué. Bah ouais, mais alors figurez-vous que même, dinguerie, j'ai dû faire supprimer au cadastre un cabanon de jardin qui n'existait pas sur mon terrain. Parce que quand j'ai acheté la maison, au cadastre, il y avait un cabanon de jardin qui existait à un endroit où fictivement il ne peut pas avoir de cabanon de jardin. C'est un talus séparé, un talus de 2 mètres de large en hauteur, bon, bref. Et du coup, j'ai dit, mais attendez, moi j'ai ce cabanon-là qui n'existe pas. Et il a fallu que je fasse des photos sous plusieurs angles. Théoriquement, mais je crois qu'elle m'a dit, il n'y a pas besoin de le faire, mais théoriquement, il faut que la mairie vienne attester
que le cabanon de jardin n'existe plus en envoyant les différentes photos sous divers angles pour bien montrer qu'il n'existe plus de cabanon de jardin. Mais ce cabanon de jardin, il doit plus exister depuis bien 20 ou 30 ans. Hein. C'est un truc qui n'existe plus depuis genre super longtemps. Hein. Et du coup, il a fallu que je prouve qu'il n'existe plus pour ne pas payer d'impôts locaux sur ce bien qui n'existe pas. Tu penses que cette magouille d'utiliser Google Maps, ça va mener à avoir de plus en plus de gens qui demandent la censure de leur maison sur Google Maps ? On a le droit de le demander si... Ah ouais ? Je sais pas qu'on avait le droit. Souci avec ma piscine en bois démontable. Ils ont rien voulu savoir. Et alors, du coup, il y a des astuces hein, pour pouvoir contourner... par exemple, c'est des trucs débiles, hein, mais tout ce qui fait moins de 5 mètres carrés et de 1,80 m de haut n'est pas imposable à la taxe foncière. Donc vous avez plein de gens qui ont des cabanons de jardin de moins d'1,80 m de haut et de moins de 5 mètres carrés. Tu tiens pas debout dedans, tu peux quasiment rien ranger dedans. Mais voilà. Bah en vrai ça m'intéresse parce que je pense que je vais faire flouter ma maison moi. Hein. J'ai pas mal d'abris de jardin mais pas des cabanons, c'est pas complètement fermé. Les vérandas, nouveau cheval de bataille, ouais. Après, après, soit d'accord, les gens qui font construire des vérandas, qui ont les moyens de faire construire des vérandas, bon, c'est normal qu'ils payent de la taxe foncière sur la véranda, quoi. Sur la question de la taxe foncière, surtout, c'est encore une fois, c'est la non-distinction qui est faite entre l'occupation et la rente. Et c'est tout comme ça. En fait, les lois en France, elles sont les lois liées à la propriété, à l'urbanisme, etc. Elles sont quasiment toutes rédigées dans l'esprit selon lequel vous pourriez tirer profit de manière capitalistique de votre bien, de votre distinction, etc. Et donc, ce sera forcément imposé plus. Alors que en réalité, pas nécessairement. Et donc, du coup, par exemple, vous avez pas... C'est chiant, c'est mieux vous devez récupérer beaucoup d'eau de pluie chez vous. Utilisez votre propre eau et par exemple installer une serre semi-enterrée pour pouvoir être autonome en légumes. Bon, en fait, vous allez vous retrouver à payer beaucoup d'impôts locaux, quoi. Beaucoup d'impôts locaux. C'est pas quelque chose que l'État a très envie d'inciter, quoi. Vous voulez avoir une serre chez vous, comme je dis, une serre chez vous pour faire pousser des légumes, vous allez payer la taxe foncière et une taxe d'aménagement dessus. Et la taxe d'aménagement, elle tabasse. Hein. Comme je vous dis, elle tabasse. Vous pouvez vous retrouver à payer du 1000 balles, hein. 500, 600 euros. Donc, t'as intérêt de faire pousser un certain nombre de tomates pour rentabiliser ton investissement. Hein. Et moi, ça, c'est des trucs que je comprends pas. Quand on nous parle de transition écologique, je comprends pas que ça, ce soit aussi relou, quoi. Le problème, c'est que c'est toujours les personnes qui sont les moins bien informées qui payent plus. Parce que les riches sont des conseillers, etc. Oui. Ouais, bah ouais. Moi, c'est vraiment ce truc de... c'est calculé sur la valeur locative cadastrale. Ça me dépasse. Ça me dépasse parce que du coup, vous avez une petite maison. Genre, vous habitez une petite maison pas loin de la plage. Qui est là depuis... vous l'avez dans la famille depuis 2 siècles, vous produisez vos légumes, vous faites vos travaux vous-même. En fait, je parle d'un exemple très précis, hein, les cousins de ma femme, c'est comme ça. Vous avez l'étalement urbain et la gentrification qui fait que toutes les maisons de vos voisins sont rachetées par des riches qui s'en servent de résidence secondaire. L'État considère que vous pourriez faire la même chose. Et comme vous pourriez faire la même chose et vous enrichir, on va augmenter en fait drastiquement votre taxe foncière, si bien qu'à la fin vous êtes obligé de vendre. Parce que vous ne pouvez plus payer la taxe foncière. Et en fait, il y a un vrai problème sur la question de la taxe foncière et la gentrification. Parce que si vous êtes un petit propriétaire pauvre, et il y en a en France des propriétaires pauvres, il y en a même plein. Hein. Les propriétaires ne sont pas nécessairement tous des riches. Hein. Beaucoup de gens sont propriétaires de biens qui n'ont pas grande valeur locative ou grande valeur foncière. Moi, par exemple, je viens de Haute-Marne. Les maisons dans le pays de Langres,
c'est pas des maisons sur lesquelles vous vous enrichissez énormément quand vous les vendez. En fait, c'est même d'ailleurs un problème, c'est que vous ne pouvez pas vendre en Haute-Marne pour racheter ailleurs. Parce qu'en fait, vous ne pourrez jamais obtenir assez, parce que le foncier est tellement distordu maintenant en valeur, il y a tellement eu de spéculation en plein d'endroits, il y a tellement de distorsion sur la valeur des biens, que si jamais vous construisez avec les mêmes matériaux une maison dans le sud de la Haute-Marne ou à une heure du sud de la Haute-Marne à Dijon, vous vous retrouvez à payer 4 ou 5 fois plus. Et je dis 4 ou 5 fois plus, c'est peut-être même plus encore que ça. Et donc la même chose, mais vous vendez. Là, si mon père il vend sa maison, je sais pas, je pense qu'il va pouvoir peut-être en tirer 70 000, 80 si vraiment il négocie bien. Par exemple, si mon père voulait avoir la même chose ici, bah, il devrait payer 3 fois plus. Et donc du coup il devrait s'endetter sur 15 ans ou 20 ans pour le même bien avec le même confort à plus d'une heure de chez lui. Donc en fait les propriétaires pro, il y en a plein. Ça c'est pas à la campagne, il y en a plein. Il y a plein de gens aujourd'hui même moi que je connais qui ont 35 ans, qui deviennent propriétaires. Ils deviennent propriétaires de ce qu'ils peuvent s'acheter, de ce qu'ils ont les moyens de payer. Et souvent c'est pas des gros biens quoi. C'est des biens dont la valeur totale estimée est de moins de 150 000 euros. Ils empruntent sur 25 ans avec des mensualités, de 5 ou 600 euros, ce qui est à peu près les mensualités de leur loyer. Ils se retrouvent même potentiellement à payer moins de prêts que de loyer. Beaucoup de gens que je connais qui s'installent à la campagne, c'est le cas. Donc les propriétaires ne sont pas tous riches. Ça, de toute façon, c'est évident. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour différencier les propriétaires occupants des propriétaires rentiers. Pour moi, c'est vraiment la question, elle est centrale de ce côté-là. C'est pas la même chose de vivre dans sa maison à soi, qu'on entretient et qu'on fait évoluer pour soi, que de posséder des maisons qu'on met en location pour en tirer du profit, quoi. Voilà. J'ai une maison avec 54 travaux et il fait 14 dans mon bureau car l'élec est trop rush. L'élec, c'est cher. Hein. Ça, c'est clair que c'est cher. Ça, c'est clair de fou, c'est fou, oui. Et le pire, parce que là, on n'est même pas rentré là-dedans, c'est que si jamais vous êtes un propriétaire investisseur, et vous investissez dans un certain nombre de quartiers dits prioritaires, alors c'est plus le cas, aujourd'hui la loi Pinel n'existe plus, je crois, mais vous aviez par exemple le dispositif Pinel, ou d'autres dispositifs associés qui étaient contre le refus de vendre dans les 6 ou dans les 9 ans. Vous étiez vous aviez vous aviez une TVA à 5,5, vous aviez des abattements, etc. Pour que d'ici 15 ans, voilà, ce soit plus... Les revenus locatifs sont taxés sur comment ? C'est taxé... Alors les revenus locatifs, il y a 2 formes de taxation. Ça dépend de quelle hauteur les loyers sont. Vous avez deux modes d'imposition des revenus locatifs. Je crois que si vous gagnez moins de 9 000 euros par an, c'est un truc particulier, c'est une case. C'est dans la déclaration d'impôt directement. Et je crois que si c'est au-delà, c'est d'autres papiers à faire. Voilà. Pinel, ça devait être plafonné pour les revenus de location aussi, mais par contre, c'était vraiment dans des quartiers de mort. C'était dans les us, des trucs comme ça. Et je crois que tu n'avais pas le droit de vendre dans les 6 ans. Tu devais attendre au moins 6 ans avant d'avoir le droit de vendre. Donc, ouais. Un type sur l'île de Ré a eu ce problème. Bah, moi, je sais que c'est des problèmes qui se posent dans la famille de ma femme, qui est de La Réunion. À la base, ce sont des gens qui sont installés dans les Hauts-de-Saint-Paul. Donc, pas sur la plage, hein, dans les Hauts-de-Saint-Paul. Mais l'étalement urbain a fait que la ville a tellement grignoté sur la campagne que maintenant, ils se retrouvent à vivre dans une zone urbanisée. La taxe foncière a explosé. La maison, la valeur du bien aussi, hein, mais ils comptent pas vendre. C'est leur maison. C'est le père de ma femme qui a construit cette maison. Ils comptent rester dedans, quoi. Et en fait, la taxe foncière, maintenant, est devenue très, très importante, quoi. Et c'est un gros problème, parce qu'en fait, du coup, les gens ne peuvent plus se loger parce que les loyers sont trop hauts. Ils ne peuvent plus acheter parce que les prix sont trop hauts. Et pour ceux qui continuent d'avoir des biens, la taxe foncière devient trop haute. Et donc, du coup, ils sont obligés de déménager. Donc, en fait, c'est sur 3 leviers où tu es impuissant. Ouais, Pinel, ouais, bon. Il y a 2 modes je sais qu'il y a 2 modes de taxation des loyers, mais après là, moi je suis pas rentier, donc je peux pas vous en dire plus, mais je sais juste que quand j'avais regardé, il y avait ça.
Le prolo de base, il loue, il ferme sa bouche. Ah oui, et puis ce sera de pire en pire. Ce sera de pire en pire. Pour la fiscalité, ça dépend si c'est du meublé ou... Ah oui, il y a aussi la question de meublé non meublé, oui. Simple avec abattement ou au réel avec facture à l'appui. T'as aussi la possibilité d'investir en SCI. Oui, alors la SCI c'est la baisse. C'est une société du coup qui possède la maison et du coup vous pouvez faire payer à cette société la taxe foncière. Ah oui, alors ça pardon, j'en ai pas parlé, mais la taxe foncière, quand vous créez une SCI, que vous constituez une SCI, comme c'est la SCI qui doit payer la taxe foncière, l'eau, etc., et que c'est une société, vous pouvez tout faire passer sur la SCI et pas sur vous. Si bien que moi je connais des gens qui ont fait le montage suivant. Vous avez une entreprise. Vous avez une entreprise, ou quelque activité que ce soit, qui est la vôtre. Vous voulez acheter une maison. Eh bien, vous achetez avec une SCI, dans laquelle l'entreprise a des parts, même pas beaucoup. Hein. Et comme l'entreprise a des parts, l'entreprise peut se retrouver à investir, ou en tout cas à lâcher du pognon dans la SCI, pognon qui sert ensuite à régler toutes les charges de votre habitat, de votre bien. C'est de l'optimisation fiscale de base, effectivement. C'est de l'optimisation fiscale pour ceux qui peuvent la mettre en place. Nous, on n'a pas fait de SCI, hein. On a acheté en propre. Je porte le monde sur mon gilet. Bientôt en vente dans la boutique. Bien sûr. L'exemple classique qui est ressorti tout le temps au niveau du patrimoine, c'est Méluche, alors que c'est juste un vieux qui a acheté à une époque où c'était achetable. Après, c'est parce que Méluche possède 2 biens. Méluche est théoriquement multipropriétaire. Il a, je crois, un appart et une maison de campagne. C'est pas une forme de détournement, non, c'est parfaitement légal. C'est parfaitement légal. Ça respecte absolument la loi qui a été faite par des gens que ça arrangeait très bien de la faire ainsi, hein, donc non. Les SCI à la base c'est pratique si jamais vous devez acheter en communauté. Vous devez avoir une maison de famille tenue et gérée par la famille. C'est un peu fait notamment pour ça, quoi. Celui que t'as avec les hiéroglyphes est aussi dans la boutique, bah je sais pas si je vais la remettre. Il y sera peut-être, peut-être pas. Après je vais faire un truc où ça tourne, ce sera pas tout le temps la même chose sur la boutique. Ah oui, c'est le marché qui fait que ça a grimpé, mais c'est une des raisons pour lesquelles les boomers aujourd'hui sont sympas de posséder tous les biens et de s'enrichir de fou par la rente, alors qu'ils ont acheté à une époque où ça valait rien, quoi. J'ai loué un appart un jour à une SCI qui avait découpé une maison en 4 apparts pour louer à des jeunes immigrés en dèche. Après, de toute façon, on est dans une époque où on découpe beaucoup les biens, parce que c'est... Plus un bien est petit, plus il est loué cher au mètre carré. Bah là, pour Noël, ça va être un peu baisé. Je vais pas te mentir. Ça va être un peu baisé pour Noël. Je ne crois pas avoir le temps de faire la boutique d'ici là. Donc, il faudrait vraiment que je rush, mais ça me paraît compliqué. Il y avait un compteur d'eau, un compteur d'élec et une ligne internet pour tout le bien. Ça, c'est pas très étonnant non plus. Vous pouvez faire au prorata des mètres carrés. Ça, c'est aussi notre baise. Les fermes, c'est le cas typique aussi, ça découpe tout pour vendre la maison, les bâtiments agricoles, les granges et les champs séparés. Bah, c'est le cas ici. La maison que j'ai achetée, à la base, c'était la dépendance de la maison du voisin. Et une partie des terres de ce corps de ferme est aujourd'hui en vente sous forme de lotissement. Quand tu vends, tu peux plus tenir la taxe foncière et à qui tu vends. Quelqu'un qui a les moyens de payer cette taxe, donc quelqu'un que ça entraîne. Qu'est-ce que ça entraîne ? Une concentration des biens de la propriété privée chez quelques-uns qui avaient déjà les moyens et tout le reste du marché locatif à subir les désirata des bailleurs. Exactement. Tout à fait. Exactement. Ouais, bah voilà, mon voisin, c'est la maison de la ferme aussi. Mon voisin, c'est la maison de la ferme, et mon autre voisin, c'était là où il y avait les chevaux. C'était l'étable. Pas l'étable à chevaux. L'écurie. Merci. L'écurie. Et moi, j'étais dans l'étable. Moi, c'est l'étable.
Dans mon immeuble, les 3/4 des apparts ont été rachetés par des marchands de sommeil pour transformer des apparts d'habitation en coloc étudiante. Le salon de l'appart sous moi est devenu une chambre et du coup, celui qui est dedans entend quand je regarde un truc dans mon salon. Bah, ça, oui, oui. Moi, mon immeuble avait été racheté par un mec de Saint-Malo. Il était venu, il avait voulu visiter avec toute sa famille. Ils étaient 8, 9. Les enfants, les petits-enfants, venir visiter notre appart. Ils m'ont demandé si je pouvais rentrer voir. Moi, c'est le notaire qui m'avait demandé. Je lui ai dit oui, d'accord, mais par contre, vous lui parlez du fait qu'on a toujours pas la fibre et qu'il serait quand même bien de se manier le cul. Et du coup, j'avais lui dit, la fibre, ça serait bien de se manier le cul. Vous pouvez rentrer, vous pouvez venir voir, mais la fibre, s'il vous plaît. Bon, je suis parti, j'ai toujours pas la fibre. La SCI, c'est pratique pour deux choses, la fiscalité, mais aussi la transmission envers la famille, mais d'autres membres, genre neveu, par exemple. Oui, mais la SCI, c'est un truc de base pour, effectivement, gérer la problématique de l'héritage et de la taxe foncière. Naufrage Zemmour-Glucksmann, je vais me réfugier du cringe. Ah non, moi j'ai pas regardé ça. Je préfère regarder les forums BFM TV. Hein. BFM TV, j'en ai parlé la dernière fois, mais les émissions de BFM TV, les émissions politiques de BFM TV, et je pèse mes mots, sont définitivement plus à gauche que le service public. Là, le truc, l'événement, là, avec Caroline Roux sur France 2, où il t'invite Attal, puis Wauquiez, puis Tanguy, dans un premier échange sans contradiction, et ensuite un débat absolument factice où le contradicteur n'a quasiment pas la place de parler. Donc dans ce cas-là, c'était Sandrine Rousseau, Thomas Porcher et l'autre, j'ai pas regardé. Je me suis dit, putain de merde, il est beau le service public. Hein. Donc si BFM vous paraît déjà à droite et à charge, et ça l'est, hein, quand on a regardé le truc sur la fiscalité où il y avait que des patrons, des chefs d'entreprise, c'était clairement biaisé, et ben ça l'est toujours moins que France Info et que France 2. C'est incroyable, hein, parce que l'extrême droite gueule sur le fait que le service public c'est trop à gauche, mais en fait il gueule parce que France Inter, parce que le reste, et encore France Inter ça dépend quelle heure. C'est pas Benjamin Duhamel le matin qui met la barre à gauche, hein, si vous voulez ce que je veux dire. Ni Nicolas Demorand, quoi. L'extrême droite, quand il gueule que sur le service public il y a trop de gauchisme, je sais même pas de quoi il parle. Hein. Quand on est de gauche, je trouve qu'il est moralement compliqué de faire de l'optimisation fiscale. C'est l'inverse de la notion même de mutualisation. Ouais, alors après, par contre, moi je comprends l'idée de acheter en SCI si c'est pour acheter en communauté, parce qu'en fait, vous avez pas le choix. Genre, si jamais vous voulez avoir un peu... J'en connais ici qui l'ont fait. Vous voulez avoir un fonctionnement un peu anarchiste, et du coup, vous voulez faire construire plusieurs biens qui appartiennent à la collectivité de votre collectivité à vous. Vous êtes obligé de faire une SCI. Vous pouvez pas faire autrement. Et ça permet de contrôler qui rentre et qui sort. Ça évite que si jamais vous achetez tous ensemble, mais en individu, qu'il y en ait un qui décide de vendre pour que ce soit vendu à n'importe qui ensuite se retrouve dans la communauté, que ce soit pas dans l'esprit de la communauté, etc. Donc c'est du communautarisme, hein, mais bon, voilà. Mais moi je suis pas contre le communautarisme, hein, en l'occurrence. Donc je m'en fous. J'en bats les couilles. Moi j'ai pas de problème avec le communautarisme quel qu'il soit. Donc au bout d'un moment, tout le monde vit en communauté. Les riches vivent en communauté, hein, vraiment. Ouais, alors la croisade contre le roi Merlin, elle me termine, parce que le roi Merlin, c'est quand même la famille Mullier, quoi. Hein. Pareil, on n'est pas sur le socialisme. Hein. Donc ça fait rire. Je me lance dans ce projet d'habitat participatif, certains se sont lancés ici. C'est compliqué, hein. C'est compliqué de fou, hein. C'est MJN, tu bosserais pas dans l'imprimerie, toi. Magenta, jaune. Et le N. Je ne sais plus. C'est des couleurs, ça. C'est MJN. Noir, merci. Cyan, magenta, jaune, noir. C'est ça? Les bourges sont communautaristes de baiser. Effectivement, ça veut pas dire que c'est une bonne chose de l'être.
Et moi, je trouve pas que ce soit une mauvaise chose de ne pas. Enfin, au bout d'un moment, le vivre ensemble, hein, c'est sympa, mais vous vivez pas avec tout le monde tout le temps. C'est bien la mixité sociale, mais vous pouvez à la fois être membre d'une communauté et vivre dans un environnement social divers. Vous n'appartenez déjà rarement qu'à une seule communauté, mais vous avez des communautés privilégiées. C'est normal. Ne serait-ce que la famille, pour commencer, pour certains. Moi, c'est pas trop le cas, parce que voilà, ma famille, pour ceux qui savent, qui viennent longuement ici, c'est particulier, quoi. Mais le fait d'acheter à plusieurs, parce que vous partagez les mêmes valeurs, vous avez une même vision de la vie, une même vision de comment la société doit être menée, moi, j'ai pas de problème avec ça. Hein. J'ai vraiment pas de problème avec ça. Quoi que ce soit. Là où j'ai des problèmes, c'est quand tu soustrais tes enfants de l'école. Je pense que l'école, elle doit quand même être inclusive et donc commune. Voilà, mais par contre, le communautarisme en tant que tel, franchement, on en entend tout le temps parler comme si c'était quelque chose de foncièrement mauvais. Parce qu'en fait, je pense que c'est notre universalisme jacobin qui parle beaucoup dans ces moments-là. Mais tout le monde a une forme de communautarisme. C'est juste qu'il y a ceux qui sont pointés du doigt et ceux qui ne le sont pas, quoi. Donc, bon. J'ai des potes en interne, ça fout le bordel, cette histoire. Ah bah... Donc, parce que souvent, on lit communautarisme et repli sur soi. Et séparation, sécessionnisme de la République ou je sais pas quoi. Donc on va nous parler de communautarisme musulman, de communautarisme de telle nationalité, communautarisme woke ou je sais pas quoi. On va jamais parler du communautarisme bourgeois, du communautarisme des ultra riches ou j'en sais rien. En fait, c'est tout le temps situé ce communautarisme. Et moi, du coup, j'ai pas de problème fondamentalement avec le communautarisme. Je trouve que c'est pas un problème. Genre, il n'y a pas de problème que les gens ils soient communautaristes. Qui préfèrent vivre dans leur communauté avec les gens de leur communauté, qui partagent leurs valeurs, leur façon de vivre, leur âge, leurs intérêts. Ça me paraît, en fait, même quelque part essentiel pour beaucoup de gens. Donc, c'est pas un vrai sujet, quoi. Voilà. Moi, le fait que ça favorise, en fait, qu'on oppose communautarisme et intégration, ça me termine. Voilà, vraiment, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Ouais, les gated communities, bah, par exemple, ouais, c'est clairement du communautarisme de riches. Ou de blancs, ou en Afrique du Sud, par exemple. Et l'exclusion, en fait, c'est juste que l'exclusion, elle existe aussi partout. Et ça peut être aussi un moyen de défense. Voilà, et puis ça peut être aussi le communautarisme, vous pouvez le subir. Vous pouvez ne pas avoir le choix que de vivre avec les gens de votre communauté, parce que vous êtes rejeté des autres communautés, en fait, aussi. Donc, moi, ce truc de... oh là là... le communautarisme, c'est caca. Non, moi, je m'en bats les couilles du communautarisme. C'est pas un vrai sujet, je trouve. C'est vraiment pas un vrai problème. Ça devient problématique quand ça devient un communautarisme ethnique ou un communautarisme de classe sociale. Mais moi, même pas. Moi, j'ai rien contre le communautarisme ethnique. Le fait que y ait, je sais pas, moi... on prend l'exemple de la Réunion. Par exemple, à la Réunion, moi, je trouve que le modèle communautarisme de la Réunion, le modèle du communautarisme de la Réunion est plutôt un bon modèle. Oui, à la Réunion, vous avez des Malbars qui sont entre eux. Vous avez des Créoles qui sont entre eux. Vous avez des Sinois qui sont entre eux. Vous avez en même temps ceux qui vont à l'église et ceux qui vont au temple hindou, c'est pas les mêmes. Et toutes ces communautés, même si elles existent, et même si elles sont considérées, même en tant que telles, même si elles sont nommées, même si elles peuvent avoir des clichés particuliers, en même temps, elles ont des espaces de vivre ensemble. En France, aujourd'hui, on voudrait une absence de communauté et en même temps une absence de tiers-lieu. Donc en fait, on est juste des individus isolés les uns des autres. Voilà. Le vivre ensemble avec des homophobes quand t'es gay ou des racistes quand t'es noir. Ouais, voilà. Moi, je trouve pas que ce soit... Tu vois, enfin bon... ça génère de l'aversion et du racisme à long terme, non? Bah à La Réunion, pas tellement. Hein. À La Réunion, l'essentiel du racisme, il est dirigé contre les Comoriens et les Mahorais. Hein. Il n'est pas dirigé contre les Malbars ou les Créoles. Hein. Il est dirigé contre littéralement des gens qui viennent d'un autre département français plutôt que contre des gens qui viennent à l'origine d'Inde et d'Afrique. Vraiment... Voilà, pour parler du racisme anti-mahorais. Donc...
Et encore une fois, la question de l'ethnie, de l'origine sociale, etc., c'est souvent des choses qui sont articulées les uns avec les autres. Et au bout d'un moment, en fait, c'est juste qu'en France, on aimerait bien... Des fois, vous savez, l'anticommunautarisme, ça rime beaucoup avec universalisme et homogénéisation de la population. Et donc, en fait, le droit à la différence, quelque part, des fois, tu te demandes où il est. Et c'est normal que tu veuilles et que tu puisses vouloir te réunir avec des gens qui partagent les mêmes différences que toi, vis-à-vis du reste de la société. Ça me paraît pas être grave. Et moi, par exemple, je n'ai rien contre le fait que des musulmans décident de vivre entre musulmans. Genre, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles ? C'est pas fondamentalement différent que, je sais pas, que tous les streamers vivent entre streamers à Montpellier. Genre, c'est fondamentalement pas très différent. Quoique je pense que beaucoup de musulmans, beaucoup de communautés musulmanes soi-disant trop communautarisées ont peut-être même plus d'ouverture sur le reste de la société que que Streamerland à Montpellier. Donc c'est toujours, en fait, c'est juste que l'attaque contre le communautarisme est toujours une attaque qui est ciblée en réalité contre des populations qui sont déjà stigmatisées de base. Et c'est pas un vrai sujet, je trouve. Voilà. Donc moi, je m'en fous un peu. Je m'en fous dans le sens où c'est pas un vrai problème. Il faudrait pas aller dans tous les villages les obliger à s'ouvrir et à entretenir des liens avec tous les autres. Enfin, au bout d'un moment, c'est juste pas comme ça que ça marche, l'être humain, quoi. L'être humain, c'est normal que, comme vous, en tant qu'individu, vous vous entendez mieux avec certaines personnes et des fois, ça vous saoule de parler avec certaines. Bah, des fois, c'est pas à l'échelle d'un individu, c'est à l'échelle d'un plus gros groupe d'une dizaine, quinzaine de personnes. Et donc que ces gens-là décident de s'installer ensemble ou de mener des projets de vie ensemble, bon, tant que ça vire pas à la secte, à l'endoctrinement, à l'interdiction d'interagir avec l'extérieur et à la manipulation, comme je sais pas, comme les mouvements raéliens ou j'en sais rien, y a pas de problème. Et même à gauche, des fois la tentation de désigner des écoles, par exemple, les écoles associatives en langue régionale, comme des lieux communautarisés et sectaire, et ça, je suis désolé, hein, je vais le rappeler, mais Jean-Luc Mélenchon, c'est comme ça qu'il parlait des écoles bretonnantes, il y a quelques années encore, j'espère qu'il a changé d'avis depuis. Je trouve que c'est en mode, bah oui, mais bon, au bout d'un moment, c'est des minorités linguistiques qui décident de défendre leur héritage et leur culture, alors qu'on leur impose le français et un mode de vie qui n'est pas forcément celui qu'ils veulent. Ils décident de s'organiser entre eux par les moyens qu'ils peuvent pour pouvoir donner une éducation à leurs enfants dans la langue historique du territoire. Pourquoi est-ce que ce serait mal au motif que ce serait communautariste ou que ce serait sectaire? Alors sectaire, ça l'est pas en plus, hein, mais bon. Franchement, des fois, être avec des gens que tu comprends et qui te comprennent, c'est tellement plus simple à vivre. Genre, je suis TSA, c'est compliqué de devoir répondre aux questions des gens qui ne comprennent pas. Ouais, je comprends. Tu penses pas que ça contribue à reproduire les schémas sociaux et du coup à maintenir les gens cantonnés dans leur classe sociale? Non, mais en fait, c'est juste que l'un va avec l'autre. Mais vous pouvez détruire le communautarisme en France, vous ne détruirez pas la lutte des classes. Le seul moyen de détruire l'opposition entre les classes, c'est de détruire le capitalisme. Si vous empêchez les gens de vivre ensemble au motif qu'il faudrait quand même qu'ils s'ouvrent et qu'ils soient mieux intégrés que les autres, c'est pas pour autant que l'ascenseur social va se mettre à marcher pour eux, en fait. C'est pas parce que vous êtes un Mohamed qui a grandi dans un village de blancs que vous allez avoir du travail comme tous les blancs en France. Vous allez avoir le même travail et que vous allez avoir les mêmes études et que vous allez avoir le même rapport. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Oui, j'ai vu la panique morale sur le tract à Strasbourg, en turc et en arabe. Oui. En alsacien aussi, d'ailleurs, il est. Oui, bon. Pareil, ça, je m'en fous. Hein. Vraiment. Mais moi, par exemple, je pense que je suis un peu communautarisé aussi. Hein. Beaucoup de gens avec lesquels j'interagis, je fais pas exprès, hein, sont soit autistes, soit LGBT. J'ai rien demandé. Hein. Moi, j'ai rien demandé. Je cours pas après. C'est pas un critère sur le CV. C'est un critère de rien. Mais dans ma vie, et de plus en plus, les gens qui m'entourent, et je ne fais rien pour, sont soit autistes, en tout cas neuroatypiques, soit LGBT.
C'est pas un truc que je choisis. Et il se trouve que je suis particulièrement à l'aise dans ces milieux-là. Je vais pas me forcer à ramener au forceps d'autres gens de l'extérieur qui ne sont pas prêts intellectuellement à se retrouver dans ces milieux-là. Voilà. Après, moi, j'interagis beaucoup avec d'autres gens, hein, d'autres sphères aussi. Hein, j'en parle ici, mais bon, des fois, c'est pas là où je suis le plus à l'aise non plus, quoi. Mais bon. Je me suis toujours demandé si tu étais autiste, mais ça n'a pas de rapport. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un gigantesque message sur Instagram parce que la personne veut m'interroger au motif que je serais autiste. Et j'ai juste répondu, j'ai pas de mot du médecin qui dit que voilà, qui dit que je suis autiste. Et la personne m'a renvoyé un roman et j'étais en mode, oh, j'ai de la flemme de tout lire. Désolé. Cette personne est là dans le chat, désolé. Voilà. Et moi, j'aurais bien aimé vivre en communauté avec des gens qui me ressemblent, parce que c'est plus facile et que t'es plus heureux. Voilà. On finit tous par rencontrer et bien s'entendre avec le même type de personnes en général. Faut essayer de pas trop tomber dans les coach chambers, quoi. Ouais, alors après, encore une fois, je parle avec des gens qui sont aussi beaucoup en dehors. Après, je pense que mon point de... C'est vrai, la question qui m'a été posée la dernière fois, c'est comment tu fais pour rencontrer toutes ces personnes. En fait, mon point d'ancrage dans comment je fais pour connaître des gens qui ont autant de métiers différents ou qui viennent des fois de milieux sociaux différents, je vais vous le dire clairement, c'est le libertinage et le BDSM. Parce que dans le milieu libertin et dans le milieu BDSM, il y a beaucoup de gens neuroatypiques, il y a beaucoup de gens autistes, il y a beaucoup de gens LGBT, et en même temps, il y a beaucoup de gens qui vivent dans le placard, qui ne l'assument pas publiquement, et qui ont des vies civiles, verticales, tout à fait ordinaires. Et qui ont grandi dans des mondes où, des fois, la pression à la normalité est très très forte. Et ils continuent d'avoir d'ailleurs cette pression au quotidien. Et donc, voilà. Ouais, on m'a suggéré de faire un dossier pour le centre de ressources autistiques. On m'a suggéré de le faire et on m'a dit ce sera long et ce sera chiant. J'ai dit oh. Voilà. Donc bon. Je suis allé, j'ai été super mal reçu. Moi, je vais pas y aller alors. Flemme du coup. Flemme de me faire emmerder. Donc voilà, bref. Ouais, sur la question du communautarisme. Du coup, la question pour revenir à la base des fois de faire prendre les SCI pour pouvoir vivre en communauté, c'est pas grave. Hein. C'est pas un problème. Enfin, moi, je trouve pas que ce soit un problème. Je vois pas pourquoi il y aurait cette pression à tous se conformer au même idéal, à la même mode de vie. On nous casse les couilles. Hein, enfin. Souvent, ce mode de vie il est imposé par des gens qui eux-mêmes ne le respectent pas. Hein. Les bourgeois qui défendent à fond l'uniforme à l'école, la carte scolaire pour l'intégration des immigrés, etc., et qui collent tous leurs enfants dans des écoles privées internationales, mes couilles là, et au bout d'un moment, quand il faut aller se faire foutre. Hein. Ça peut peut-être aider pour les gens qui sont polyamoureux. Oui, alors je sais pas. Ça dépend probablement du monde, des règles que tu suis. Tu t'imposes. Après, là où c'est compliqué pour les gens en polyamour, c'est les enfants. Ça, les enfants, c'est compliqué. Pour l'autorité parentale. Mais comme c'était encore compliqué il y a 10 ans, on se rappelle déjà plus, hein, mais comme c'était déjà encore compliqué il y a 10 ans pour les couples homosexuels qui avaient adopté des enfants, il y avait souvent un adoptant construit comme famille monoparentale en concubinage, avec un tiers, quoi. Donc, il n'y avait pas d'autorité parentale reconnue, ni de lien de filiation pour le deuxième parent, quoi. Mais alors après, on va retomber dans les débats parent 1, parent 2, là, c'est l'extrême droite avec pété une durite là-dessus aussi. La droite, tout court, même.
Donc bon. Tout ça est assez, assez désespérant. Hein. Autorité parentale, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est pas moi qui invente le terme. Hein. D'ailleurs, vous avez dû voir passer aujourd'hui un espèce de rapport sur le rapport en gros entre l'enfant et l'école là. Mon enfant est dans le privé, elle est à chier, mais le public du coin, il y a des descentes de flics, tous les cours ne sont pas assurés, parfois les profs accompagnent les élèves pour leur sécurité. Ouais, bah, que je te dise. Il est où ce rapport là? J'ai vu en plus BFM, ils en ont parlé aujourd'hui là. Qui globalement dit que les enfants vont trop à l'école en France. Et du coup, toute la droite en mode quoi? C'est un scandale, nous à l'époque, on se levait à 5 heures pour travailler 12 heures par jour. Et en fait, en vrai, il y a combien d'adultes aujourd'hui qui accepteraient de se lever à 6h30, faire 1 heure de bus, pour rester assis pendant 8 heures à écouter des gens, rentrer pour 19h30, devoir faire 2 heures de devoir derrière, aller se coucher, recommencer le lendemain. Aucun adulte n'accepterait une telle situation. On aurait des grèves, des manifestations, la CGT il serait en folie. Et ça, on l'exige de nos enfants. Et on va trop à l'école, hein, c'est clair, on va trop à l'école, on y va trop tôt déjà. Et on voit trop les enfants comme des travailleurs. Moi, je trouve que les enfants vont trop à l'école. Je me lève à 6h30, faire de l'intérim, j'ai l'impression de mourir. Par contre, je rentre à 15. Moi, je me lève à 6h30 pour aller au lycée. Et je me levais à 6h30 pour aller au lycée et je rentrais à 19h30. 19h. Non, je rentrais à 19h. 19h. Et après, j'avais les devoirs. Et c'est clair qu'on à l'école, on a un problème, c'est que les enfants vont trop à l'école. On dit oui, mais c'est la faute des téléphones, des écrans. Non mais moi, à mon âge, quand j'allais à l'école, il n'y avait pas de téléphone. On n'avait pas de tablette. L'écran de la Game Boy n'était même pas rétro-éclairé, donc on pouvait même pas jouer la Game Boy sous la couette, parce que du coup, on voyait pas l'écran sinon. Et le problème, c'est qu'il fallait mettre la lampe. Quand t'avais une lampe de chevet, il fallait mettre la lampe d'un certain angle, parce que sinon, tu pouvais pas voir l'écran non plus, parce que tu voyais le fond de l'écran. Et en plus, les Game Boy, ça marchait à pile. Si t'avais plus de pile, il fallait demander à tes parents d'en racheter. Bref, et en fait, on avait déjà le même problème. On avait déjà le même problème. Ouais, moi aussi, on me cassait les couilles au collège, on m'emmerdait un peu. C'était pas sympa, quoi. J'avais entendu Yann tout court dire qu'avec la réforme du bac et le contrôle continu, les gamins sont de plus en plus stressés avec l'idée que chaque note compte et pourrait faire rater leur vie. Ouais, alors, et du coup, putain, moi, il y a vous savez, un endroit de l'enfer. Je suis désolé, on va refaire du prof bashing. Je vais encore me faire emmerder dans les commentaires, mais tant pis. Il y a un subreddit que je trouve infernal. C'est le subreddit enseignant. Il y a un subreddit francophone, il s'appelle le subreddit enseignant. Et un post sur 2, c'est j'en peux plus, les élèves font plus leurs devoirs, ils utilisent ChatGPT, du coup j'ai mis 0 à toute la classe parce que c'est vraiment des petits branleurs, ils sont incapables. Je suis en mode, franchement, j'aurais eu ChatGPT, j'aurais fait mes devoirs avec ChatGPT. Hein. Après j'aurais été malin, je pense que j'aurais fait un bon prompt pour pas me faire choper, mais j'aurais clairement utilisé ChatGPT pour faire mes rédactions, pour m'assurer une bonne note. Hein. Genre, vraiment, évidemment, bien sûr. Ah école 42, après, c'est encore autre chose, c'est enseignement supérieur, mais... C'est 100% du rage bait. Putain, de fou. De fou. À l'époque, on utilisait Wikipédia. Non, moi, à l'époque, j'avais pas trop internet au collège, donc du coup, juste on copiait, hein. On copiait, on ciblait ceux qui faisaient leurs devoirs et on copiait les devoirs. Hein. Moi, je faisais pas mes devoirs, donc je copiais les devoirs. Moi, je copiais les devoirs. Quand il y avait des devoirs à rendre, je les faisais, je les rendais pas. Très peu, ou des fois je les rendais, mais bâclés, je faisais le minimum. Dans le bus, ce genre de truc. En fait, si jamais j'avais envie d'avoir une vie, des loisirs, j'avais pas le choix, quoi.
Donc, bon. Ma dernière lettre de motivation, je fais avec ChatGPT. Non mais il faut, hein. Moi, je vous incite à utiliser l'IA pour faire vos lettres de motivation. Les lettres de motivation, en plus, j'ai vu des profs maintenant qui se plaignent du fait que les lettres de motivation sont trop guindées. Mais c'est ce qu'on apprend. La lettre de motivation, c'est un exercice qui d'ailleurs n'existe qu'en France. Bon, en Autriche, j'ai jamais eu besoin de faire de lettres de motivation. Ça doit exister dans d'autres pays, hein, mais à la base, la lettre de motivation sert à faire du contrôle social, du contrôle sur l'orthographe, votre niveau de langue, votre capacité à écrire. Mais au bout d'un moment, vous n'avez pas le choix. Hein. Bon, ma femme, elle utilise l'IA à fond pour faire ses candidatures. En même temps, elle fait au moins une candidature par jour et ça dure depuis des mois. Ça va bientôt faire 1 an qu'elle cherche du travail, qu'elle cherche un CDI. Elle a candidaté à je ne sais pas combien de postes. T'es obligé. En plus, on te dit qu'il faut des candidatures individualisées. Ah, t'as pas le choix, tu utilises l'IA. Hein. L'IA peut parler comme les bourgeois, exactement. Oui, de toute façon, c'est sélectionné par IA. Ouais, clairement. 7 mois, 250 candidatures pour trouver mon taf actuel sur un secteur porteur. Ah bah... Et on nous explique encore que c'est que parce que si on trouve pas du travail, c'est qu'à cause du CV. Le CV serait mal rédigé, ou la lettre de motivation ne serait pas bien rédigée. Non, c'est juste qu'il n'y a pas de travail pour les jeunes, voilà. Donc bon, les lettres de motivation, c'est l'un des pires trucs qui puissent exister. Je suis plutôt bon en orthographe et de rédaction, mais une lettre de motivation, je suis incapable de l'écrire. Bah moi, du coup, je la génère. Faut la générer maintenant. Moi, quand j'ai recruté Léa pour poste de monteur, j'ai pas demandé de lettre de motivation. Je crois pas. Peut-être qu'elle en a fait une. Mais je sais plus. Il me semble pas l'avoir demandé. En tout cas, je les ai pas lus. Moi, je voulais surtout un CV. Et voilà, bon. Non mais pour tout ce qui est bullshit job, l'IA, ça dégage du temps. Bonjour, je voudrais entrer dans votre boîte car j'ai besoin de thunes. Bah ouais, franchement, au bout d'un moment, les gens travaillent aussi parce qu'ils ont de l'argent. Perso, mon âge se termine dans 2 ans, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire de ma vie. Ah si, tu peux farmer des golds sur WoW. Et me les envoyer, bien sûr, pas de problème. Si je suis pas renouvelé, sachant que je suis opiacé en permanence. Oh. Ah oui. J'ai un pote qui est handicapé, tous les 5 ans, il doit prouver à l'État qu'il est toujours handicapé. Ça me termine. Ouais, on te demande d'avoir la culture d'entreprise et de t'investir à fond pour le SMIC et des conditions de travail médiocres. Bah, t'es en mode, bah... Bon. Pour une midnight, je me prépare. Ouais, bah moi aussi. C'est comme les avis de décès que tu l'envoies tous les ans au Crous. Ouais. Ouais, le forfait jour, c'est bien de la... C'est bien... ça dépend comment c'est géré, j'imagine. Hein, mais bon, ça peut vraiment être de la douille, le forfait jour. Hein. Alors que, à côté de ça, si vous êtes mort... je lisais ça là-dessus. Le gars, là, qui s'est fait... Il y a un otage, là, qui s'est fait libérer il y a pas longtemps, là. Il y a un otage qui s'est fait libérer, je crois, d'Iran. Et il est rentré en France. Et il a été emmerdé de fou. Parce que
quand t'es retenu en prison en Iran par le régime iranien, t'es pas considéré comme un otage. Au même titre que dans le droit militaire. Et donc, du coup, fiscalement, administrativement parlant, etc., t'es considéré juste comme un mec qui s'est barré à l'étranger et qui n'a jamais rempli ses papiers. Il a dit que quand il est rentré, ça a été un enfer de, en gros, l'administration, mais monsieur, pourquoi ça fait 2 ans que vous n'avez pas payé vos impôts, monsieur, vous devez... Non, c'est pas... je crois que c'était en Iran. En Iran, je crois. Peut-être ailleurs. Mais c'était en mode, ouais, monsieur... Ou Venezuela, peut-être. Ouais, je sais plus. Monsieur, vous nous devez tant d'arriérés, monsieur, vous n'avez pas réglé vos factures depuis tant. Monsieur, vos biens vont être saisis. C'est en mode, c'est vraiment un enfer quand tu rentres, que t'as été enlevé, parce qu'en fait... Bah en fait voilà. Et j'avais lu l'histoire de la meuf aussi qui a fait partie du programme de protection des témoins là, suite aux attentats du 13 novembre, où la meuf du coup ils ont dû lui inventer une identité et lui trouver une nouvelle vie. Et en fait elle s'est fait contrôler par les flics une fois et les flics l'ont suspecté d'avoir usurpé une identité et ils ont commencé à l'engrainer de fou. Et en fait son numéro de sécu, bah, comme elle n'est jamais née. En gros, ils l'ont fait mourir administrativement pour lui créer une nouvelle identité qu'ils ont fait naître. Et en fait, il y a pas le mal de moment où en fait, il disait mais mon numéro de sécu il est pas reconnu, tel papier je pouvais pas l'obtenir parce qu'en fait j'ai pas telle feuille du livret de famille de machin, et que c'est un enfer quoi. Que c'est un enfer administrativement parlant quoi. Alors, parce que c'est vrai qu'en France l'administration c'est compliqué. Moi, il y a plein de trucs que je comprends pas en France. Voilà, il y a plein de trucs sur... Moi, en Autriche, quand je suis arrivé en Autriche, on m'a dit, vous avez 1 mois, après tout déménagement, pour vous signaler à votre mairie d'arrondissement, votre mairie locale, pour obtenir un papier qui s'appelle le Meldezettel. Et ce papier de Meldezettel, il vaut pour tout ce qui est... justificatif de domicile, justificatif d'être sur le territoire, pour tout en fait. Et en France, non. Il faut un papier pour ci, il faut un papier pour ça. Le truc le plus fou, je crois, en France, administrativement parlant, c'est la taxe, le justificatif de domicile, qui est toujours un truc privé. Ou une taxe foncière, ou la taxe d'habitation, ou la taxe foncière, bon, ça marche maintenant. Et en fait, quand vous achetez à 2, et que vous faites par exemple tous les papiers où c'est d'abord le nom de monsieur et ensuite le nom de madame, bah, genre pour avoir un justificatif au nom de madame, c'est un enfer. Même si vous avez les 2 noms sur le contrat. Donc, moi, je crois qu'à un moment, c'était plus simple que moi atteste que ma femme habite chez moi. Plutôt qu'avoir un papier de justificatif à son nom. C'est des trucs, il y a des trucs qui comptent pas, genre le téléphone portable ça compte pas, etc. Machin. Voilà. Ce qui est le mieux pour résister à un système fasciste, pour réussir à garder une vie privée. C'est compliqué, mais oui. Et... c'est compliqué de savoir, oui. Donc voilà, c'est difficile, hein. C'est difficile les papiers en France, hein. Sur notre conjoint, je suis carrément madame, prénom et nom de famille de mon mari. Ça arrive souvent que ma femme, effectivement, soit présumée madame avec mon nom de famille, alors que dans les faits, c'est surtout moi qui utilise le sien de nom. Ce qui a posé des problèmes à certains moments. Parce que du coup, il y a un devis qui était nommé au nom de Monsieur Briand, le nom de ma femme. Et ça a été la merde de fou, parce que Monsieur Briand n'existe pas. On n'est pas mariés, je n'existe pas. Je suis en mode, ah oui, d'accord. Enfin bon, au bout d'un moment, c'est pas moi qui... Enfin, bon, bref.
Unifier le dossier, c'est pratique pour faire les démarches, mais c'est vachement pratique de te retrouver. Après, j'ai remarqué que l'État, quand ils doivent te retrouver pour te faire payer, ils te retrouvent tout de suite. Comme moi, là, avec la taxe foncière. Quand ils doivent te retrouver pour t'aider, il n'y a plus personne. Donc j'ai l'impression que l'État te retrouve déjà très facilement quand c'est pour du litige. Donc bon, ça. Hein. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus Vous avez vu le meeting de la France Insoumise? Je n'ai pas regardé le meeting. Il y a eu un meeting de la France Insoumise pour lancer la. Il y avait meeting de Fabien Roussel aussi tout à l'heure, dans l'après-midi, qui était diffusé sur BFM d'ailleurs. Mais j'ai vu qu'il y avait du coup le meeting de la France Insoumise pour lancer les municipales. Donc là, ça y est, on va vraiment être dedans. Et nous, du coup, on a rencontré la mairie pour Encompteur épisode 2, deuxième acte, Encompteur 2026. Et il va falloir qu'on se magne avant les municipales pour être sûr de faire passer, être sûr de bloquer tout ce qu'il y a à bloquer. Parce que la mairie va nous aider, la mairie va nous accompagner. Donc ça prend une bonne tournure pour la prochaine édition. Voilà. Et du coup, je vous pose cette question qu'on s'est posée, et du coup, je vous la pose. Est-ce que vous connaissez une vidéaste femme ou créatrice sur Internet dans les municipales? Mais moi, ils veulent pas de moi. Je suis allé, moi, dans mon village, ils veulent pas de moi. Je leur ai déjà demandé 2 fois. Ils m'ont dit non. Ils m'ont dit on cherche personne. Désolé. Bon. Mais par contre, je suis allé à la réunion publique du Pays de Fougères. Oui, j'en ai parlé la dernière fois. Il y a eu une primaire ici, une primaire pour choisir la candidate, toutes ces 2 femmes, la candidate pour la gauche unie, entre Elsa Lafaille, candidate du PCF, enfin candidate PCF et candidate du NFP 2024, et Hélène Mocard, la candidate LFI, qui était la candidate de la NUPES en 2022. Et la victoire, Elsa Lafaille a gagné à 107 voix contre 107 contre 16. Donc le PCF a gagné avec plus de 80% des voix. L'investiture, ce qui, encore une fois, ne changera rien puisque la gauche ne gagnera pas à Fougères et la gauche ira dans l'opposition, et du coup les 2 candidates seront les 2 dans l'opposition. De toute façon. Donc ça changera rien. Puis elles s'entendent bien, le programme est le même, donc de toute façon ça change rien. Ça change rien. Mais du coup ici c'est Gauche Unie et Association, ouais. Et bref, je sais plus. Oui, je vous demandais, est-ce que vous connaissez une créatrice qui a vécu de la web création et qui n'est plus dans la web création aujourd'hui, qui s'est retiré, qui fait complètement autre chose? Parce que des web créateurs dans cette situation, j'en connais, des web créatrices qui ont gagné leur vie grâce à Internet et qui ont tout arrêté pour ne plus du tout être sur Internet et faire autre chose, je n'en connais pas. Ou en tout cas, personne pour l'instant ne m'est venu en tête. Si vous connaissez, vous avez des idées, ça m'intéresse. Manon Bril, bah non, mais Manon Bril est toujours influenceuse. Manon Bril fait certes moins de vidéos aujourd'hui, mais Instagram, elle vit aussi d'Instagram maintenant. Manon Bril fait encore des OP. Là, récemment avec Emma Matelas, j'ai vu. Ginger Force. C'est vrai. C'est vrai que Ginger Force, j'y ai pas pensé, effectivement. Bref, ça m'intéresse. Hacking Social, ah non, Hacking Social continue à faire des vidéos. Hacking Social vive toujours de la web création. Hacking Social sera très certainement invité à la prochaine édition d'Encompteur. Donc, puisque du coup, Hacking Social devait venir à la première édition, mais Sheikha a été opéré peu avant, et donc du coup, c'est décalé. Enfin, du coup, je leur ai dit que si jamais je leur remettais l'invitation à l'année suivante, si elles voulaient. Et a priori, elles sont chaudes. Voilà.
Il y a une meuf d'extrême droite. Ouais, non, on va éviter ça. Après, ma take, c'est qu'à la base, je pense que beaucoup de meufs ne vivaient pas de la web création il y a 10 ans. Et qu'elles ont arrêté parce qu'elles n'en vivaient pas. Et Florence Porcel. Florence Porcel, très juste, je note. C'est vrai que c'est assez pertinent. Hop. Ouais, c'est pas mal. C'est vrai que je la connais en plus. Parce que chez les mecs, j'en vois, hein, j'en ai... Eima Dolly, je note. Voilà, je note. Et il y a beaucoup de meufs... en fait, il y avait déjà pas beaucoup de meufs qui faisaient la web création avant. Enfin, il y a 10-15 ans, il y avait pas beaucoup de meufs qui faisaient la web création. Alors, des meufs qui en vivaient. Niveau des mecs, on a ce qu'il faut. Ça, il n'y a pas de problème. Marion Séclin. Après, c'est d'autant plus intéressant si c'est des gens qui sont plus du tout dans la web création, plus du tout dans la création. Plus du tout dans les... Mia Khalifa, elle a une carrière médiatique aujourd'hui. Hein. Elle a toujours une carrière médiatique, Mia Khalifa. Maintenant, elle est commentatrice de sport. Si je ne dis pas de bêtises. Bon, elle est toujours scénariste, Marion Séclin. Visiblement. Elle tourne toujours dans des clips, dans des web-séries. Non, bah du coup, elle est toujours en activité. Marie Wild, non, Marie Wild, elle est full... Marie Wild, il faut la suivre sur Instagram. Marie Wild, sur Instagram, elle est très active. Katsuni. Ouais, après, c'était pas la web création. Et contenu pour adultes, pas sûr qu'il soit chaud cinéma. Marinette, non, Marinette fait toujours des trucs. Marinette est toujours active. Donc, c'est d'autant plus intéressant si c'est des gens qui sont partis faire, mais complètement autre chose, quoi. Parce que moi, je pense à Dorian, par exemple, Dorian Chandelier, maintenant, il est manager à Buffalo Grill. Pour le coup, on est quand même loin des vidéos sur les jeux vidéo et sur la philosophie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Je trouverais bien, de toute façon. J'étais à la fac avec la sœur de Dorian. Fun fact. Alors, fun fact, Dorian n'a pas de sœur. Je me demande qui est sa sœur, du coup, puisque fun fact, Dorian a un frère, mais il n'a pas de sœur. Oui, Dorian est vraiment manager au Buffalo Grill. Dorian a un frère, ouais. Un frère aîné qui a plus de 10 ans que lui, je crois. Qui a 10 ans plus que lui, mais il a pas de sœur. Hein. Je confonds avec Dorian Chandouino. Ah oui, d'accord. Parce que Dorian Chandelier, lui, n'en a pas. Il aurait pu en vivre, je pense. Hein. Ouais. Aeterna. Je note.
Mais je vais trouver, en fait, c'est d'autant plus intéressant si c'est des gens qui en vivaient correctement, qui en vivaient vraiment, qui en tiraient un salaire. Et, et qui ont décidé de faire autre chose. En évitant, bien sûr, tous ceux qui l'ont fait pour. Qui ont dû changer, qui ont dû faire autre chose pour des raisons liées notamment à la justice. Hein. Voilà. De toute façon, Dorian, tu le verras, hein, si jamais tu vas au Buffalo, c'est lui qui est derrière le comptoir, c'est lui qui fait les. C'est lui qui fait les cocktails. Hein. T'avais parlé du chef de l'état-major pour qu'on soit prêt à perdre nos enfants pour la guerre. J'en ai pas parlé, non. J'en ai pas particulièrement parlé. Hailey, elle est stream pas? C'est pas une streameuse? Bon, en tout cas, bref. C'est un sujet que je mets de côté. Mais ce serait intéressant qu'on ait quelque chose sur les gens qui se sont reconvertis, la reconversion après la web création. Léa Bello, elle travaille, elle est au CNRS. Après, Léa Bello, c'est une journaliste scientifique en fait à la base. C'est différent, c'est pas quelqu'un, il me semble, hein, on en parle avec elle, mais pour moi, c'est pas quelqu'un qui tire à la base ses revenus de YouTube ou d'Instagram. C'est quelqu'un qui était rémunéré, c'est une journaliste scientifique, qui était rémunérée pour présenter des vidéos, mais déjà de toute façon par une institution ou par un tiers. Elle fait plus ça à plein temps, d'accord. Parce que moi j'ai d'autres exemples. Hein. Jérémy Morvan qui est dans Crost et Chroma, aujourd'hui il est brasseur. Il travaille dans une brasserie. En vrai il y a Mathieu Sommet. Hein. Mathieu Sommet par exemple, voilà, pareil, hein, tout arrêté. Euh... Enfin, bref, il y a plein d'exemples chez les mecs. Diablo X9 par exemple. Maintenant il est sur Twitch, ouais. Ouais. Il y a toute une partie où il avait arrêté, il bossait dans un bar. On trouvera bien. C'est sûr que je regarde la vidéothèque d'Alexandrie. Je suis sûr que je trouve la liste. C'est quoi la raison de l'arrêt? Bah, ça peut être très divers. Hein. C'est sûr que je regarde la vidéothèque d'Alexandrie, je tombe sur des gens qui ont arrêté depuis. Oh là là, le zapping d'avril 2015, le zapping de mars 2015. Oh la vache. Putain, ça nous rajeunit pas ça. Le site existe encore? Non. Maintenant, ça vend des NFT, alors visiblement. Enjoy Phoenix, Enjoy Phoenix parle d'autre chose. Mais elle a pas vraiment arrêté, elle s'est diversifiée. Bref, en tout cas, c'est un sujet. Voilà, c'est un sujet. Moi, je pense beaucoup à la reconversion des gens aussi. C'est un sujet que je trouve intéressant.
Ouais, bref. Karim Debache. Kali, bah, j'y ai pensé à Kali. Après, Kali, elle travaille toujours dans l'audiovisuel. Elle travaille pour Nota Bene, donc... Karim Debache, oui, Karim Debache travaille toujours dans l'audiovisuel aussi, quoi. Bon. Ils sont partis, voudront-ils seulement en parler? Bah, Dorian, oui. Dorian m'a dit oui. Je l'ai vu ce soir, il m'a dit oui, oui. Moi, je m'en fous. Tu m'invites, je viens. Je me demande à la Vega combien de gens qui en vivent. C'est compliqué à dire, hein. Et du coup, je pense de ceux qui en vivaient, parce que sinon, des meufs qui ont arrêté, bah, je connais elles comme linguistes, elles ont arrêté, mais en fait, elles vivaient déjà d'autres choses et elles vivent toujours d'autres choses. C'est-à-dire qu'elles parlaient de linguistique parce que c'était la fin de leurs études, mais c'est des linguistes, quoi. Ils travaillent une qui travaille à la DGLFLF et l'autre qui travaille à l'université, quoi. T'avais manqué le saumon, incroyable. Je peux inviter la sœur de Dorian, ouais. Je peux l'inviter, la sœur de Dorian. Y a pas de problème. Mais ça doit se trouver, hein. C'est juste que je connais pas les noms, mais ça doit se trouver. J'en étais content de cette vidéo sur Orwell, quand même. Solange te parle, maintenant elle travaille à la SCAM, je crois. Pareil, c'est des gens, elle travaille toujours, elle. Enfin, elle travaille. Je crois qu'elle travaille. Mais je crois que maintenant elle est à la SCAM. Elle est dans une société d'auteurs, maintenant, je crois. C'est des gens qui se sont reconvertis. Pas vraiment, ce sont des gens qui... Visiblement, en tout cas, je crois que c'est son cas, hein, qui travaillent toujours dans la web création. C'est juste que maintenant, c'est plus public, mais... Sophie Rich, ah, je note. Après, Sophie Rich, à la base, c'était pas une blogueuse. Et elle travaille pas pour un blog aujourd'hui. Photographe. On n'est pas non plus sur quelque chose de super éloigné, quoi. Ça comme Star 80, non, pas que. Oui, puis c'est écrit dans sa bio Content Creator, donc podcast sur la PMA. À plus de 500 000 écoutes. Ah oui, non, on est sur quelqu'un qui est toujours dans la web création. Clairement. Réalisatrice de podcast, ouais, non, moi. Bref, on trouvera. Le mieux, c'est vraiment des gens qui sont partis faire, mais autre chose, quoi. Je pensais à Dave Shake, bon, mais il a repris maintenant, mais Dave Shake, par exemple, bah après, il est retourné bosser dans l'informatique ou dans le médical, je sais plus quoi, il est redevenu commercial, quoi. Ou, je sais pas si c'était vraiment commercial. Non, il était pas commercial, il faisait l'entretien, il faisait des entretiens, je crois. Un truc d'entretien de machine. Donc, c'est des gens qui ils sont retournés bosser, ils ont repris un boulot, un CDI classique. Lex Luthor, qui était juriste déjà avant.
Ouais, bah peut-être. Ouais, mais en tout cas, bref, on va réfléchir. Le mieux, en fait, c'est toujours des mecs, j'en ai. Hein. Des mecs, j'ai des idées, j'ai une liste, mais des meufs, bah pas tellement, quoi. Des meufs, pas tellement, pas tellement. Castor Moser, elle fait encore des choses, je ne sais pas du tout. Après, Castor Moser, à un moment, elle avait arrêté, mais elle bossait pour String Theory. Hein. Et String Theory, bah, c'est une chaîne YouTube de vulgarisation. Donc, ouais, il y a beaucoup de créateurs qu'on oublie, ouais. Nénon Avocat était avocate avant. Chaîne YouTube, c'était une vitrine. Bon. On va voir. On trouvera, c'est pas pressé, on trouvera. Merci Crispies pour le sub, merci. Parce qu'on aura sûrement une journée professionnelle et une journée publique. Et je pense que la journée professionnelle, on verra, mais elle sera ouverte au public pour ceux qui payent et qui veulent venir voir. Voilà. Faut que je synthétise tout ça. Il faut que j'envoie le mail pour la réunion, d'ailleurs, pour les bénévoles, là. Faut pas que j'oublie. Bon, il va être 23h30. Bon, j'ai commencé à streamer tard. Ça fait un stream qui est pas très long. J'en suis désolé, mais j'ai encore pas mal de choses à faire ce soir. J'aimerais notamment tourner. On avait des vidéos à tourner, à sortir là, donc voilà. Ah, il y a une chose dont je vous ai pas parlé, qu'il faudrait quand même que je vous parle. J'y pense à ça parce que je vais raider Emilien. Emilien m'a invité au Téléthon MDR. Du coup, je risque d'aller au Téléthon avec Emilien. Voilà. C'est pas encore fait, mais c'est pas encore dit. Pour faire des quiz de culture générale, trucs comme ça. C'est auquel cas, si ça se passe, bah voilà, on en reparlera. De ma position toute particulière vis-à-vis de ça. Merci Soudbaker. T'attends d'être opéré demain. T'es tombé, ah bah bravo. Bravo, félicitations. Donc je vais vous envoyer chez Emilien, qui est en train de faire de la culture générale. Voilà, je serais surpris. Hein. Salut hello de ma part. Et ah oui, pardon. Voilà, j'oublie tout le plus important. Mercredi soir, le planning va être changé cette semaine. Puisque du coup, non, cette semaine pas tant. Je stream mercredi soir GeoGuessr. GeoGuessr en multi avec plein de streamers. Enfin, en multi avec plein de streamers. Avec la ligue de GeoGuessr. J'allais oublier. Je vous le rappelle. Voilà. Je ne sais pas qui aura. Je sais pas qui. Non, c'est pas sponsor. Non, c'est pas sponsor. Pas du tout. Je sais pas à qui je stream. Je sais pas. Je crois qu'il y a Ultia. Je crois qu'il y a même Paprika. Si j'ai bien compris. Je ne trouve pas du tout. On verra. Hein. Moi, vous serez au courant.